Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la rupture amoureuse. Je m'appelle Chantal Sorange, je suis psychologue, psychothérapeute à Aix-en-Provence. Mes 25 années de pratique m'ont donné envie aujourd'hui de partager avec vous à travers mon blog et diverses vidéos des thèmes liés à la psychologie. La rupture amoureuse est à l'origine de nombreuses consultations, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. La rupture amoureuse est pour celui ou celle qui la vit un véritable cataclysme émotionnel. Cette épreuve est d'ailleurs assimilée psychologiquement, en tout cas, à un deuil, car effectivement, il y a bien quelqu'un que l'on aime et qui n'est plus là. Celui ou celle que nous aimons encore aujourd'hui nous a quittés et les étapes psychologiques d'une rupture amoureuse sont comparables à celles du deuil. Par contre, ce qui complique beaucoup la chose pour faire ce deuil, c'est justement que la personne est vivante. Du coup, la personne victime de la rupture accède pas ou mal ou tardivement à faire ce deuil, car la personne peut conserver longtemps, très longtemps, trop longtemps, l'espoir de récupérer la personne, ce qui prolonge en fait la souffrance et retarde le processus de deuil et de reconstruction de la personne qui a été quittée. Bien entendu, ceci est beaucoup plus compliqué quand il y a des enfants issus de cette union, et ce d'autant plus que les enfants sont jeunes, car dans ce cas de figure, forcément, les personnes sont emmenées à se revoir, ne serait-ce que le temps de l'échange entre guillemets des enfants. Alors dans ce cas, il est conseillé à la personne victime de la séparation, dans les premiers mois tout au moins, de prévoir une activité avec d'autres personnes tout de suite après avoir revu l'ex-compagne, l'ex-mari, l'ex-compagnon, etc. Le but, c'est de ne pas se retrouver confronté au vide des enfants en même temps que la réouverture de la blessure amoureuse du fait d'avoir revu l'autre. Pour une patiente qui vivait particulièrement mal ce moment, nous avions mis en place la stratégie suivante. Elle venait me consulter un vendredi sur deux, après justement avoir vu son mari, enfin son ex-mari, récupérer ses deux jeunes enfants, et après la consultation, soit le partait chez ses parents ou chez sa sœur, soit une amie venait chez elle. Quelques mois plus tard, elle n'avait plus besoin de quitter son domicile elle-même le week-end et gérer quand même mieux la situation. Mais l'étape précédente avait été capitale pour elle, pour ne pas sombrer. Ce stratagème est certes un stratagème d'évitement, mais s'il est nécessaire dans un premier temps à la personne pour lui permettre de mieux vivre plus tard le face-à-face, même un face-à-face bref avec l'autre personne, alors il ne faut pas se priver de les mettre en place le temps que la rencontre soit moins douloureuse. Il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas se dire « mais je suis ridicule », etc. Non, si c'est un stratagème dont vous avez besoin dans un premier temps, utilisez-le. Alors, il y a une autre des complications aussi de la rupture amoureuse pour celui ou celle qui l'a subie en fait, c'est qu'elle est souvent banalisée par l'entourage qui lui croit bien faire, mais même si au départ il compatit ou il se montre bienveillant, dans les premiers temps en tout cas, très rapidement il va banaliser en quelque sorte la souffrance de la personne en disant « oui, c'est la vie, de toute façon tu n'es pas le premier ou la première à qui ça arrive, oh, de toute façon t'inquiète pas, il y en a d'autres de garçons, il y en a d'autres de filles, puis de toute façon nous on est contents parce que celui-là ou celle-là, mais ça se voyait qu'il n'était pas fait pour toi ou qu'elle n'était pas faite pour toi ». Alors là, la personne quittée se sentira encore plus incomprise et encore plus isolée. Il faut au contraire expliquer clairement et nettement à la personne quittée les différences de point de vue avec l'ex, les différences de conception du futur et de la vie et les différences de niveau d'attachement de la personne partie par rapport à la personne abandonnée. Il faut lui mettre en lumière la différence de niveau d'attachement. Par exemple, pour une patiente que je vais appeler Laurence, par exemple, cette patiente est venue me consulter parce que effectivement son ex-compagnon
l'avait quitté, pas du jour au lendemain, mais presque. C'est-à-dire qu'en gros, au mois de novembre, il lui avait dit « Après les fêtes de Noël, je quitterai la maison et je te quitterai. » En fait, elle est venue me voir quasiment 6 mois après la rupture. Et quand elle est venue, elle me disait que ce qui était très compliqué, c'est que les 2 premiers mois, ses parents, sa cousine avec qui elle était très proche, avaient eu de l'empathie pour elle, de l'écoute, etc. Mais que maintenant, quand elle y va, ils lui disent « Ah oui, mais tu n'es pas encore passé à autre chose, regarde, lui, il t'a quitté pour une autre. » Ce qui était vrai. Lui, il t'a quitté pour une autre, donc il serait qu'en même temps que toi, tu puisses aussi ouvrir d'autres horizons et aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Oui, sauf que cette personne, pour l'instant, ne pouvait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en thérapie? La première séance, ça a été effectivement de la laisser parler de tout, hein, de ce couple, de son attachement toujours aussi important à son ex-mari. Et ensuite, dans les autres séances, effectivement, on a travaillé le fait que son ex-mari n'avait pas du tout le même niveau d'attachement pour elle et n'avait pas non plus investi de la même manière ni son couple ni les projets du couple. Elle, par exemple, a toujours parlé d'enfants et lui répondait « Tu sais, ça presse pas, nous n'avons que 29 ans ». Dans le fond, ça peut être entendable et entendu. Oui, il n'avait que 29 ans, mais il n'y avait pas de discussion qui suivait cette discussion-là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de projet futur. Il ne lui disait pas, écoute, on verra, peut-être on en reparlera dans 2 ans, ou laisse-moi encore un peu de temps. Non, c'était pas ça du tout. Donc il a fallu quand même mettre en lumière aussi que les 6 derniers mois du couple n'avaient pas été aussi grandioses que ceux qu'elle pensait et n'avaient pas été aussi joyeux pour elle, en tout cas, ni épanouissants pour elle, que ce qu'elle voulait bien continuer à dire. Donc effectivement, nous avons décortiqué les 6 derniers mois qui étaient entachés, pas tellement de disputes, mais on va dire que l'ex-mari était rarement à la maison avant 22h30 ou 23h, qui laissait à penser que peut-être l'investissement était moindre. Alors, il est vrai bien sûr que quasiment chacun d'entre nous a connu un jour à divers degrés, de façon plus ou moins compliquée, de façon plus ou moins douloureuse, une rupture amoureuse. Et il est vrai que dans la plupart des cas, nous avons surmonté cette épreuve. Mais il ne faut pas oublier que pour certaines personnes, cela aboutit ou déclenche de graves troubles dépressifs. Et que je voudrais vraiment alerter sur les jeunes, parce que cela peut conduire chez les jeunes à des actes de suicide et je pense notamment à la fragilité des adolescents. La rupture amoureuse est vécue de manière différente, avec des intensités différentes selon la personnalité de la personne quittée. Évidemment, plus la personnalité est fragile, plus la rupture amoureuse à dépasser va être douloureuse. Et j'insiste encore, même si dans la plupart des cas, à plus ou moins long terme, selon les individus, une reconstruction est tout à fait possible, au moment de cette rupture, au moment où le sujet la vit, lui, il est trop englué dans sa peine, sa souffrance et sa colère et son incompréhension de la situation pour pouvoir avoir la même analyse que ce que vous avez quand il vient vous le raconter. Quand on souhaite vraiment aider quelqu'un dans cette épreuve, la première chose à faire est de l'écouter pour qu'il puisse exprimer ses émotions. Ça ne sert à rien de le juger, lui, ou de juger la personne qu'il aimait et qu'il aime encore, même si cette personne l'a quitté. Dans un premier temps, il est vivement conseillé d'écouter simplement cette personne. Par contre, attention, là où c'est compliqué pour l'entourage, c'est qu'il ne faudra pas que ce temps de déballage émotionnel et d'écoute dure trop longtemps. Parce qu'il faudra ensuite effectivement permettre à cette personne de dépasser ses émotions. Et pour les dépasser, il faudra bien qu'elle se retrouve dans la vie quotidienne, mais comment dire, dans la vie quotidienne sans pour autant que ce quotidien soit toujours habité dans sa tête par l'être manquant, en l'évoquant constamment à d'autres personnes. Il faut ensuite éviter de tomber dans le piège du ressassement du passé, de la douleur présente, sans autre avenir, sans autre objectif.
Et c'est là où c'est difficile pour l'entourage. C'est qu'il va falloir stopper ça à un moment donné pour aider la personne à se fixer soit des petits objectifs dans un futur proche, mais se fixer des objectifs et ne plus l'écouter encore et encore, ressasser toujours la même histoire d'amour perdu. Il faut l'aider à se recentrer sur ce qu'elle aime faire ou aimerait faire, mettre à profit par exemple ce temps de solitude, certes imposé, mais le mettre à profit pour mieux se connaître déjà, faire des choses pour soi, aller à la rencontre de nouvelles personnes, pour justement essayer de mettre une distance supplémentaire avec l'ex-personne, car ce sont des activités, des rencontres, des personnes qui ne nous renverront pas au souvenir de l'autre. Alors, l'entourage parfois a tendance à accentuer encore la banalisation de la rupture quand la personne est jeune, en âge, ou quand le couple a une existence de vie assez courte. Je ne sais pas moi, par exemple 6 mois ou 1 an. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certes, le couple a peut-être que 6 mois ou 1 an d'existence, ça vous paraît court, mais la personne qui est quittée, elle est vraiment amoureuse et fortement investie. Et que cela fasse 6 mois ou 1 an, pour la personne, tout ce qu'elle voit au moment où elle vous parle, et tout ce qui compte pour elle aussi au moment où elle vous parle, c'est que c'est cette rupture amoureuse, le fait qu'elle aime l'autre et que l'autre ne l'aime plus. Et ça, c'est terrible. Et quant à l'âge des plus jeunes, il faut surtout garder en tête que c'est entre 15 ans et 22 ans à peu près où l'on tombe souvent amoureux pour la première fois. Et que cette première fois, elle est toujours gigantesque, elle est toujours formidable, elle est toujours extraordinaire parce que c'est la première fois. Et qu'elle se corrèle aussi forcément souvent, en tout cas avec d'autres premières fois, et souvent, pour des premières fois sexuelles. Et c'est aussi la première fois que ces personnes ressentent et vivent l'état amoureux. Il est important aussi de souligner que c'est aussi à cette tranche d'âge, entre 15 et 20 ans, que l'on est le plus fragile émotionnellement. Et que c'est donc cette tranche d'âge-là, et en particulier les 16-20 ans, où il faut vraiment être attentif et à l'écoute, et ne pas les juger, et ne pas juger la personne qu'ils ont aimée. Je vais vous donner l'exemple d'une jeune fille que je vais appeler Julie. Julie est venue me voir, elle avait 17 ans. Elle a demandé cette consultation à ses parents en prétextant une baisse d'intérêt pour les études et ne sachant pas trop ce qu'elle voulait faire par la suite, sachant que c'est une jeune fille qui travaillait bien scolairement. Et quand elle est arrivée en consultation, en fait, elle m'a dit qu'elle avait trouvé cette excuse parce qu'elle ne pouvait plus du tout parler à ses parents de la rupture amoureuse que lui avait imposée son petit ami il y avait à peu près un peu plus d'1 an. Parce que chaque fois qu'elle en parlait à ses parents lui disaient qu'ils ne comprenaient pas qu'elle se lamente à ce point, que de toute façon c'était beaucoup mieux pour elle, qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble, que tatati, que tatata. Enfin, donc, ils stoppaient très très vite la conversation. Et elle disait, du coup, j'ai fini par ne plus leur en parler parce que c'était pire de leur en parler que de ne pas leur en parler. Mais le problème, c'est qu'elle est restée toute seule face à ça. Parce que certes, elle ne leur en parlait pas, ou quasiment plus, mais elle y pensait tout le temps. Et elle avait plein de choses à dire, et notamment le fait de dire qu'elle ne comprenait pas du tout pourquoi elle était restée aussi amoureuse de ce garçon, alors qu'effectivement, il y avait des traits de ce garçon qui ne lui convenaient pas. Mais comme elle ne pouvait pas en parler à ses parents, parce que chaque fois qu'elle en parlait, sa mère lui disait « Ah ben ça y est, tu t'en rends compte, mais je te l'avais bien dit ». Donc ça stoppait net la conversation. Et elle ne pouvait pas, elle, aller plus loin dans ce qu'elle voulait dire par rapport au fait qu'elle n'était pas entendue. Donc, pendant la thérapie, elle a beaucoup parlé du début de cette relation. Et en fait, ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'effectivement, c'était son premier amour, avec plein de premières fois qui allaient avec. Et ça avait été tellement investi, ça avait été tellement magique. Les premières fois sont toujours magiques. Le premier amour a quand même quelque chose d'exceptionnel dans le sens où il est le premier. Et ce que j'explique ensuite aux jeunes adolescents, quand ils arrivent, c'est que c'est pas forcément le plus beau, ce premier amour. Mais forcément, il a cette particularité d'être le premier.
Et une fois qu'ils ont compris ça, et qu'on met à plat beaucoup de choses sur ces ressentis de première fois, on peut passer effectivement à la phase suivante qui est bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait et où on va et comment on y va. Et effectivement, on peut aller plus vers la reconstruction et l'ouverture vers les autres. Et particulièrement le fait avec les adolescents que l'ouverture vers les autres, c'est pas forcément retomber amoureux tout de suite, ce n'est pas le but. Dans la plupart des cas, on observe plusieurs phases dans la rupture amoureuse. Alors, après l'incompréhension de la rupture, parfois même la sidération, la personne victime de la rupture va connaître ou peut connaître une phase de déni de la rupture. Dans cette phase-là, la personne se dit que ce n'est pas possible, qu'elle va aller trouver l'autre personne pour parler avec elle ou avec lui du pourquoi, du comment, et que forcément, après avoir discuté, l'autre personne va revenir. Du coup, la personne quittée va échafauder des stratagèmes pour faire venir ou revenir l'autre personne. Et si la personne ne revient pas, c'est souvent le cas, cela va aggraver le sentiment d'abandon et de frustration de la personne quittée. Pour schématiser, c'est comme si elle était quittée une deuxième fois. Alors, dans tous les cas, même si la personne quittée ne contacte pas directement l'autre personne, souvent, elle échafaude des plans visant à emmener l'autre à la prise de conscience de son erreur d'avoir enclenché une rupture et à son retour. Dans cette phase, nous sommes quand même, dans tous les cas, bel et bien dans une phase de déni de la situation. En gros, la personne se dit que ce n'est pas possible, que ça va s'arranger et que l'autre va revenir. Après, viendra la phase de la colère. Alors là, c'est compliqué parce que à la fois on aime et à la fois on déteste tout autant l'autre. Et on s'en veut aussi un peu à nous aussi quand même, de ne pas avoir vu venir, de ne pas avoir su, de ne pas avoir fait soi-même peut-être certaines choses ou des efforts, plein de choses. Mais malgré tout, durant cette phase-là, les émotions et les pensées sont toujours dirigées vers l'autre. Et on est en quelque sorte toujours habité par des intérêts pour l'autre. Donc on n'avance pas dans notre reconstruction. Après peut venir une autre phase qui est la phase de la baisse d'estime de soi-même. En gros, le sujet va se dévaloriser, se dire que c'est sûrement sa faute, au bout du compte, qu'il n'a pas su le garder ou la garder, qu'il n'a pas assez fait d'efforts, ou qu'il n'est pas assez intéressant, etc. Ou qu'il ne retrouvera pas quelqu'un d'aussi bien que l'autre. Et à ce moment-là, il ne se dit pas que lui, elle est quand même quelqu'un de bien. Alors ensuite viendra dans un temps plus ou moins long, selon les individus, l'acceptation de la réalité. Et en fait, l'acceptation de la rupture, l'autre, enfin, va être perçu comme celui qui nous a fait souffrir et qui ne reviendra pas. Et à ce moment-là, le temps de la reconstruction va commencer. Alors c'est vrai qu'en thérapie, souvent les personnes me demandent « Mais combien de temps ça va durer cette étape du chagrin d'amour ?» En fait, la réponse, elle est toujours la même. C'est d'ailleurs la même réponse que l'on donne en cas de deuil réel d'une personne décédée. On répond la même chose, que ce temps, on ne le connaît pas. Que ce temps, il dépend de chaque individu, mais aussi, bien sûr, de la façon dont nous avons investi l'être aimé et le futur avec l'être aimé. Jusqu'à quel point on s'est projeté. Un mariage, des enfants, etc. Et comment on s'est positionné nous-mêmes dans cette relation de couple. Alors maintenant, je vais passer à quelques conseils pour affronter cette épreuve qui restera de toute façon une épreuve. La première chose à faire, et tous les professionnels vous le diront, c'est de ne surtout pas ériger un mur face à vos émotions, à votre peine. Nous l'avons vu, le chagrin d'amour s'apparente à un deuil. Il s'agit bien de la perte de quelqu'un. Et donc, il est tout à fait normal d'être profondément affecté et triste par la perte de cette personne. Le premier conseil est donc de ne pas chercher à contrôler ses émotions et vous laisser le droit de pleurer. N'ayez pas peur de dire aussi que vous êtes en colère et votre profonde tristesse. Il y a aussi le fait qu'on a été abandonné par l'autre, et ça, ce n'est pas anodin. Alors le conseil pour l'entourage, même si cela part d'une volonté sincère d'aider, c'est de ne surtout pas prononcer des phrases du genre
de ce qu'on a dit tout à l'heure, il n'en valait pas la peine, elle n'était pas assez bien pour toi. Mais je te l'avais bien dit, si tu nous avais écoutés, tu n'en serais pas là. Non, parce que ceci a pour conséquence d'attiser le sentiment de colère de celui ou celle qui est délaissé. Mais là, la colère se retourne aussi contre vous et accentue son sentiment d'incompréhension en plus de cette épreuve à vivre. J'en reviens à l'adolescence. L'adolescence est une période très difficile et assez compliquée déjà à vivre, quand en plus se greffe un chagrin d'amour. Si les parents ne les entourent pas dans la bienveillance, sans les juger ni juger la personne qu'ils ont aimée, ceci est encore plus difficile pour eux à surmonter cette rupture. Un petit conseil également aux parents, ne jetez pas vous-même les souvenirs que garde votre ado de cet amour passé. Il ou elle le fera quand il se sentira prêt à le faire. Un autre conseil pour la personne subissant un chagrin d'amour, et il fait partie, c'est vrai, des plus difficiles à exécuter, c'est l'évitement des pensées obsessionnelles, c'est-à-dire, vous savez, les pensées qui tournent en boucle, soit en ressassant le moment de la rupture et les phrases prononcées à ce moment-là, soit en tournant en boucle et toujours les mêmes questions, à savoir, mais pourquoi, mais comment? Alors, je sais que c'est compliqué d'éviter ces fameuses pensées en boucle, mais c'est nécessaire. Mais il faut essayer de passer dans l'action qui nous occupe l'esprit pour arrêter ces pensées en boucle. Et évidemment, un autre des conseils, c'est que vraiment, il faut arriver à faire le deuil de ce couple et renoncer à l'idée que peut-être un jour, il ou elle reviendra. Car cela risque de vous coincer, enfin non, c'est pas ça risque de vous coincer, ça vous coince dans votre propre vie, votre propre histoire, parce qu'en fait, on n'avance pas quand on est dans l'attente. On ne peut pas se projeter non plus quand on est dans l'attente d'un éventuel retour de l'autre. Alors certes, il ne faut pas du tout nier ce sentiment d'abandon, d'injustice, de tristesse, mais il faut aussi le faire corréler avec la réalité de la situation. Il faut admettre que l'autre ne reviendra pas. Alors bien sûr, l'admettre va accroître votre peine et votre douleur, mais au moins elle vous permettra par la suite de vous autoriser à reprendre votre liberté de vie et votre liberté pour vous. Par exemple, dans le cas d'un autre patient que j'avais eu en thérapie, il avait gardé presque un an après, au fond de lui, l'espoir que peut-être sa copine reviendrait. Et il avait gardé cet espoir du fait qu'il travaillait dans le même lieu, dans la même société en fait. Alors effectivement, ils n'étaient pas dans le même bureau, mais il se débrouillait, il avait des techniques pour la croiser, si c'était pas une fois par jour, en tout cas c'était bien une fois tous les 2 jours, et pour entamer un petit peu la conversation avec elle. Il se débrouillait aussi régulièrement pour se garer non loin de sa voiture. Et encore une fois, il entamait 5 ou 10 minutes la conversation. Et le soir, chez lui, il ressassait ce qu'il avait dit ou pas dit et ce qu'elle avait pu lui dire. Et il se faisait des petits films en se disant que là, elle lui avait souri plus que d'habitude. Là, elle avait été beaucoup plus chaleureuse pour lui dire au revoir, etc. Et du coup, il restait dans ce fantasme que sa copine allait revenir et qu'il fallait qu'il continue, lui, faire des efforts en la croisant régulièrement, en essayant d'engager plus régulièrement la conversation. Et un jour où il s'est senti un peu plus, un peu plus à l'aise que d'habitude, il l'a invité à boire un verre. Et là, elle lui a répondu que ça faisait des mois qu'elle essayait d'être polie et gentille envers lui, en souvenir des heureux moments passés ensemble, mais qu'elle en avait vraiment assez. Et qu'elle aimerait bien de pouvoir aller travailler sans se demander tous les jours s'il allait se trouver sur son chemin ou pas. Bien sûr, ça a été violent. Elle le lui a dit avec des mots quand même assez sympathiques, mais même avec des mots sympathiques, à un moment donné, il faut bien dire les choses. Ça a été violent, mais ça a été au moins un déclic pour qu'il comprenne que cette fois-ci, il fallait qu'il vive pour lui. Et vraiment pour lui, sans l'inclure, elle, dans sa vie, sans se lever le matin en se demandant qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir inventer pour aller la croiser aujourd'hui ou demain, et qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir inventer pour la
coincer 5-10 minutes et avoir une discussion avec elle sur plein de sujets, hein, mais qui puisse la ramener vers lui. Et c'est à partir de ce moment-là où effectivement, ça a été compliqué, ça a été douloureux, mais il a pu s'ouvrir lui-même vers les autres. Alors vers les autres, c'est pas forcément vers les filles au départ, hein, mais en tout cas se projeter vers une autre activité. Il s'est inscrit, par exemple, il aimait beaucoup les jeux d'échecs. Et il s'est inscrit dans une association de jeux d'échecs. Et au moins, le samedi, il faisait soit des compétitions entre eux, enfin je ne sais pas trop comment ça se passait, mais il avait enfin trouvé un objectif et surtout, il s'était ouvert à d'autres personnes et il avait d'autres possibilités de sortir effectivement, parfois en semaine, simplement aller boire un verre avec un collègue qui partageait avec lui la même passion des jeux d'échecs. Mais tout ça pour vous dire que vraiment, c'est compliqué, c'est douloureux, mais quand l'autre vous a dit qu'il partait, ou qu'elle partait. C'est compliqué, mais il faut accepter cette rupture pour pouvoir le plus rapidement possible vous ouvrir vous-même sur votre vie à vous. C'est pour ça qu'il est important d'être entouré, pas seulement après les jours qui suivent la rupture, mais bien plus longtemps après. C'est important pour pouvoir être dans la vie réelle, c'est-à-dire ne plus être simplement dans le ressassement de nos pensées et de l'autre. Être entouré, mais pour faire autre chose, avec d'autres gens. Pas être entouré pour parler toujours de l'autre, de son ex et de sa douleur. Non, être entouré pour faire des choses, entendre parler les autres de leur vie, de leurs projets et pouvoir organiser des choses. En fait, il faut essayer de vous trouver un but à atteindre. Bien entendu, là par contre, plus on est jeune et plus il sera aisé de trouver un ou des buts à atteindre. Cela peut être des études, par exemple, pour accéder à un diplôme, ou s'adonner à un nouveau sport, une nouvelle activité artistique, ou par exemple, comme l'autre patient, des échecs. Se mettre dans une association, c'est l'occasion de se fixer de nouveaux buts. Alors je sais que c'est pas facile. Par exemple, une patiente âgée de 39 ans qui exerçait un métier qui lui plaisait, donc elle n'avait pas pour but un autre métier, et elle ne voulait pas reprendre des études, qui avait par contre horreur de toute activité sportive, quelle qu'elle soit. Il ne fallait pas lui en parler. Elle me disait qu'elle ne trouvait pas de nouveaux objectifs pour se sortir de ce chagrin d'amour. Elle n'y arrivait pas. C'était compliqué en plus parce que beaucoup de ses amis étaient en couple et du coup c'était compliqué effectivement le week-end de prévoir forcément quelque chose avec elle. Par hasard, plusieurs mois après sa rupture, elle a accompagné une cousine qui allait faire une formation pour être au foyer d'accueil pour des shows, et ces shows étaient donnés ensuite à des malvoyants. Elle y est allée, elle a été elle-même bénévole dans cette association pour autre chose, et elle a enfin trouvé un but, un sens, un objectif, d'autres rencontres amicales par rapport à cette association, pour arriver enfin à penser à autre chose que son propre chagrin et son ancienne histoire d'amour. Une autre jeune fille a décidé de faire le même métier que moi. C'est un but parmi tant d'autres. Ces exemples pour vous montrer qu'après la phase normale d'effondrement émotionnel et psychologique, il est important de se trouver un point d'ancrage dans un futur, un autre projet, un projet que vous pourrez réaliser pour vous-même, surtout pour vous. La reconstruction après une rupture amoureuse existe, même si elle prend du temps. Dans tous les cas, il faut retenir quand même l'essentiel, parce qu'il est vrai que l'on ne pourra pas faire l'économie du chagrin et de la tristesse. On ne peut pas, on a aimé profondément cette personne. Mais c'est une phase indispensable, mais après cette phase-là, comme nous l'avons vu, il y a tout de même des pistes, des clés pour s'aider à la surmonter cette épreuve et pour aller vers la reconstruction. Plus tard, mais vraiment plus tard, quand on ira vraiment mieux, il sera important à ce moment-là pour soi, et uniquement pour soi, de refaire le point, mais très sereinement et de façon plus objective sur cette ancienne relation. Mais cette fois-ci, il faudra le faire sans idéaliser le couple ou l'autre personne que nous formions. Mais au contraire, ça va nous permettre de réfléchir où nous en sommes, ce que nous ne voulons plus désormais dans une future relation. Quelle place vous voulez désormais donner à l'autre, à un autre amour dans une relation, et quelle place vous voulez avoir vous,
Et qu'est-ce que vous êtes prêt à tolérer, à accepter, ne pas tolérer, ne pas accepter? Et peut-être aussi à réfléchir sur certaines erreurs que vous ne voulez plus vous commettre. Et même si c'est cruel, injuste et destructeur, il faut se souvenir que nous ne pouvons pas forcer une personne à nous aimer, comme inversement, personne ne peut nous forcer à éprouver encore et toujours les mêmes sentiments pour une personne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura emmené quelques pistes de réflexion. Bien entendu, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous aider sur une durée qui sera la vôtre concernant votre problématique. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.